Il est difficile de mesurer pleinement l'ampleur du choc qui a traversé le public français lorsque la nouvelle est tombée. Renaud, l'une des voix les plus singulières et les plus rebelles de la chanson française, avait succombé à une maladie qu'il avait cachée pendant de longues années. Pour beaucoup, l'information a eu l'effet d'un séisme culturel. Car derrière l'image d'un artiste cabossé, combatif et parfois provocateur, personne n'imaginait la profondeur de la bataille intime qu'il menait contre un cancer diagnostiqué, bien avant que quiconque n'en soupçonne l'existence. Cette révélation tardive a mis en lumière la solitude, la pudeur, la fragilité, mais aussi la dignité d'un homme dont la vie a toujours oscillé entre éclats de lumière et abîmes personnels. Pour comprendre cette tragédie, il faut revenir aux dernières années. Celles où Renaud, malgré les apparitions publiques, les interviews, les tentatives de renaissance artistique, se battait contre un mal qu'il portait comme une croix invisible. Un combat mené dans l'ombre par choix, par fierté, mais aussi par crainte de devenir un symbole de pitié dans un monde où l'artiste par essence souhaite rester maître de sa propre légende. Depuis les années 2010, les signes de fragilité chez Renaud se multipliaient. Le public, habitué à son franc-parler, à sa poésie tendre et insolente, percevait pourtant un changement. Sa voix, autrefois claire, rugueuse et habitée, devenait plus fatiguée. Ses déplacements, plus hésitants. Ses interviews, lorsqu'il acceptait d'en donner, laissaient transparaître un mélange de lucidité brutale et d'épuisement émotionnel. Beaucoup attribuaient cela à son passé. Les excès, l'alcool, les dépressions, les blessures de l'âme accumulées au fil d'une carrière en dents de scie. Mais personne, pas même les admirateurs les plus fidèles, ne devinait qu'un diagnostic lourd pesait déjà sur ses épaules. La tragédie de cette période réside dans ce décalage. Le public regardait Renaud sans vraiment le voir. On le croyait simplement usé par la vie, comme un poète fatigué, mais toujours debout. En réalité, il menait un combat autrement plus silencieux, plus intime et plus destructeur, celui contre un cancer dont il avait choisi de taire la nature et l'évolution. La décision de cacher sa maladie n'était pas un geste impulsif. C'était un choix réfléchi, presque méthodique. Renaud, qui avait passé sa vie à exposer ses blessures dans ses chansons, refusait cette fois de livrer au public ce qu'il considérait comme une douleur trop personnelle. « Je ne veux pas qu'on me regarde mourir », aurait-il affirmé à un ami proche, selon une source qui avait accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Autour de lui, un cercle très restreint avait été mis dans la confidence. Quelques membres de sa famille, un médecin fidèle, 2 ou 3 amis d'enfance. Tous avaient accepté de respecter sa volonté, même s'ils vivaient avec l'angoisse de le voir décliner un peu plus chaque mois. Ce secret collectif forgea une atmosphère étrange autour de l'artiste. Ceux qui le voyaient régulièrement assistaient à sa lente transformation, mais ne pouvaient rien dire. Ils portaient en eux une double peine, celle de le voir souffrir et celle de ne pas pouvoir appeler à l'aide le public qu'il avait tant aimé. Cette tension émotionnelle, lourde, pesante, traverse aujourd'hui encore les témoignages de ceux qui ont partagé ces derniers mois. En rétrospective, plusieurs épisodes publics prennent un tout autre sens. Des apparitions à la télévision où il semblait essoufflé, des concerts où il peinait à tenir debout, des photos où son visage paraissait marqué au-delà du simple vieillissement. Sur les réseaux sociaux, les commentaires allègent bon train. Il a l'air fatigué. Il ne va pas bien. Ce n'est plus le Renaud d'avant. Mais dans un monde où les rumeurs sur la santé des célébrités surgissent à la moindre photo floue, beaucoup avaient attribué ces signes à son état psychologique, à ses combats passés contre l'alcoolisme ou à une fragilité naturelle avec l'âge. Ce que personne n'avait imaginé, c'est que Renaud subissait les effets secondaires d'un traitement lourd. Radiothérapie, séances médicamenteuses, hospitalisation discrète sous des noms d'emprunt. Tout avait été soigneusement organisé pour éviter les fuites. Cette dissimulation rend d'ailleurs sa situation d'autant plus tragique, car chaque apparition publique était une performance en soi, un acte de courage d'un homme malade qui refusait de l'admettre, pas pour lui-même, mais pour protéger ceux qu'il aimait. Ce premier chapitre ne peut être complet sans explorer l'état d'esprit de Renaud durant cette période. Ce n'était pas seulement son corps qui se battait contre la maladie, mais aussi son esprit, traversé par des sentiments contradictoires. D'un côté, il avait encore le désir de créer, de chanter, de laisser une trace. Il travaillait sur des textes, prenait des notes, imaginait des refrains qu'il enregistrait parfois sur un dictaphone usé. Les fragments retrouvés après sa mort témoignent d'un artiste dont l'inspiration ne s'était jamais éteinte, même dans la douleur. De l'autre, la lassitude le gagnait peu à peu. Renaud sentait son autonomie lui échapper. Les gestes simples devenaient des épreuves. Monter quelques marches, se lever du lit, respirer profondément, tout lui rappelait ce que la maladie lui volait.
Ses proches racontent qu'il alternait entre des jours de lucidité intense où il parlait longuement de sa carrière, de ses regrets, de ses joies passées, et des jours de silence presque total où il restait des heures à regarder par la fenêtre, perdu dans une mélancolie que personne ne pouvait atteindre. La solitude a toujours accompagné Renaud. Elle était au cœur de sa poésie, de ses chansons, de son identité artistique. Mais dans les dernières années, elle avait pris une dimension différente. Elle n'était plus un refuge, mais une conséquence directe de son choix de cacher sa maladie. Il refusait les visites trop fréquentes, les hommages anticipés, les messages qui auraient pu le placer dans une position de victime. Il voulait rester maître de son image jusqu'au bout, quitte à s'isoler de ceux qui auraient voulu l'aider. Cette solitude, paradoxalement, le protégeait et le détruisait à la fois. Elle apaisait son besoin de discrétion, mais augmentait sa tristesse. Ceux qui l'ont accompagné décrivent un homme présent mais absent, doux mais profondément marqué, vivant mais déjà en train de s'éloigner. Son appartement, où il passait la plupart de son temps, témoignait de ce repli. Des piles de livres, des manuscrits éparpillés, des photos de famille posées ici et là, comme des traces d'un passé plus lumineux. Il y a quelque chose de déchirant dans cette idée. Au moment même où des millions de Français continuaient d'écouter ses chansons, de commenter ses interviews, de se réjouir de chacun de ses retours, il ne savait pas qu'un compte à rebours silencieux avait commencé. La dissimulation de la maladie n'était pas un geste contre le public, mais un acte d'amour paradoxal. Il ne voulait pas qu'on le voie diminuer, maigrir, souffrir. Il voulait rester, dans l'imaginaire collectif, le poète rebelle, le tendre insolent, l'homme qui chantait la vie avec ses éclats de rire et de douleur. Les mois précédant la disparition de Renaud constituent l'une des périodes les plus énigmatiques et les plus bouleversantes de sa vie. C'est une phase où le voile de discrétion qu'il avait soigneusement tissé autour de sa maladie commençait à se fissurer. Non pas parce qu'il l'avait décidé, mais parce que son corps, lui, ne collaborait plus avec cette volonté farouche de rester maître de son destin. Pour ceux qui l'ont côtoyé au quotidien, la transformation était lente mais implacable, comme une marée qui gagne du terrain sans jamais reculer. Chaque jour apportait un signe nouveau, un détail supplémentaire qui révélait la progression du cancer qu'il refusait de nommer. Au début, les changements semblaient là presque imperceptibles. Une fatigue plus intense que d'habitude, un souffle court après quelques pas, une toux persistante dont il riait en disant « c'est l'hiver, ça passera ». Mais l'hiver se faisait printemps, puis été, et rien ne passait. Sa voix, autrefois puissante malgré les cicatrices du temps et des excès, devenait plus rauque, plus faible, parfois coupée d'un silence forcé lorsqu'il devait reprendre son souffle. Pour autant, Renaud n'arrêtait pas d'écrire. Sa table de travail était jonchée de feuilles, de carnets griffonnés, de mots raturés. Certains témoins racontent qu'il écrivait comme si le temps lui échappait, avec une urgence nouvelle. Il parlait parfois, à demi-mot, de laisser quelque chose derrière, sans se douter, ou peut-être en le sachant très bien, que ces fragments deviendraient un jour les dernières traces de son génie créatif. Dans son entourage, la tension émotionnelle était palpable. Sa famille, ses amis et même son équipe médicale étaient pris au piège d'un dilemme cruel. Respecter sa volonté de discrétion ou forcer la vérité à éclater pour obtenir davantage de soutien. Mais Renaud avait cette autorité silencieuse propre aux hommes qui ont vécu 1000 vies et traversé 1000 tempêtes. Lorsque quelqu'un évoquait son état de santé, il levait la main comme un rideau que l'on ferme d'un geste. « On n'en parle pas, je suis juste un peu fatigué. Voilà tout. » Cette phrase était devenue son refuge et son armure, mais derrière elle, la souffrance devenait plus visible. La perte d'appétit, les insomnies, les douleurs qui le réveillaient au milieu de la nuit, les rendez-vous médicaux qui s'espaçaient parce qu'il ne supportait plus d'entendre le verdict implacable des examens. Ses proches se retrouvaient donc dans cette situation absurde où ils voyaient l'homme qu'ils aimaient s'éteindre progressivement, tout en étant réduit au silence par son désir farouche de dignité. Il existe, selon plusieurs sources, des enregistrements réalisés durant ces mois sombres, non pas destinés à un album officiel, mais à ce que l'on pourrait qualifier de journal sonore. Renaud s'asseyait, prenait son vieux dictaphone et parlait. Parfois il racontait sa journée, parfois il murmurait quelques vers, parfois il restait silencieux de longues minutes, simplement accompagné par le bruit de sa respiration difficile. Ces fragments sonores, conservés par un proche, témoigneraient d'un mélange déchirant de lucidité, de nostalgie et de résignation. On dit qu'à un moment, sa voix tremblante murmure « J'ai vécu vite, j'ai vécu fort, mais je crois que j'ai oublié de vivre doucement ». Cette phrase, à elle seule, résume l'immense paradoxe de sa vie. Lui, le chanteur de la tendresse, avait rarement su s'accorder la douceur qu'il offrait au monde. Alors que Renaud se retirait de plus en plus du monde, les médias, eux, s'interrogeaient. Des photos prises en sortie de clinique avaient dû fuiter. Il apparaissait amaigri, voûté, le regard un peu perdu.
Les journaux commençaient à évoquer une santé fragile, un retour difficile, mais personne n'osait franchir le pas de parler de cancer, par respect, par peur de se tromper, par incapacité à croire que le chanteur préféré de plusieurs générations pouvait être à ce point diminué. Les fans, eux aussi, s'inquiétaient. Les réseaux sociaux se remplissèrent de messages. « Où est-il ? Pourquoi ne donne-t-il plus de nouvelles ? Et j'espère qu'il va bien, on dirait qu'il s'efface. » Mais l'effacement était précisément ce que Renaud recherchait. Il voulait disparaître à petit feu, hors des projecteurs, loin du vacarme médiatique, comme une bougie dont la flamme diminue sans bruit. Les consultations médicales secrètes, l'un des aspects les plus poignants de cette période concerne la manière dont Renaud organisait ses visites à l'hôpital. Il arrivait tôt le matin, parfois avant l'ouverture, accompagné d'un seul proche. Les rendez-vous étaient notés sous un pseudonyme. Le personnel soignant était prié de ne rien dire, de ne rien publier, de ne rien laisser filtrer. On raconte qu'un jour, une infirmière, émue de le voir si affaibli, lui aurait demandé discrètement « Vous n'êtes pas obligé de vous battre seul, vous savez ?» Il aurait souri faiblement et répondu « Je ne suis pas seul, je suis juste pudique. » Cette phrase résonne encore aujourd'hui comme l'expression ultime de son caractère. Il n'avait jamais supporté l'idée de montrer ses failles. Et pourtant, toute sa carrière n'avait été qu'une succession de chansons où il exposait ses blessures. Mais voilà, chanter sa douleur n'était pas la même chose que montrer son corps abîmé par la maladie. Dans les derniers 6 mois, la maladie prenait un rythme effréné. Les médecins parlèrent d'une progression agressive. Mais Renaud ne voulait plus entendre ces mots-là. Il refusait certains traitements, trop lourds, trop épuisants. Il disait « Je veux rester debout, même si je marche moins loin ». Cette volonté farouche impressionnait autant qu'elle inquiétait. Le cancer attaquait plusieurs zones, affaiblissait ses organes, s'insinuait dans son quotidien comme une ombre grandissante que même la lumière la plus vive ne parvenait plus à repousser. Les proches racontent qu'il avait parfois du mal à reconnaître certains lieux. La douleur, les médicaments, la fatigue chronique provoquèrent des absences. Un soir, alors qu'il se reposait, il aurait murmuré « Je sens que je pars, doucement ». Cette phrase glaça ceux qui l'entendirent, car elle marquait la première fois qu'il admettait, même à demi-voix, la réalité de sa condition. Les tentatives de retour à la musique avortées, malgré la maladie, Renaud rêvait encore d'un dernier album. Il avait même commencé à écrire plusieurs textes, des chansons intimes, plus sombres, plus épurées que jamais. Mais chaque tentative d'enregistrement se heurtait à un mur physique. Sa voix ne suivait plus. Il était essoufflé après quelques lignes. Ses mains tremblaient. Il reposait son stylo, fermait les yeux et restait là, immobile, comme pour rassembler le peu d'énergie que la maladie ne lui avait pas encore volé. Un proche raconte « Son esprit chantait, mais son corps s'éteignait. C'était un déchirement de le voir essayer encore et encore. Renaud n'a jamais été dupe. Même s'il refusait d'employer le mot « cancer », il savait que le temps lui était compté. Il le sentait dans son souffle, dans ses nuits, dans les gestes simples devenus difficiles. Il le sentait aussi dans le regard de ceux qui l'entouraient, un regard où se mêlaient amour, peur, impuissance et tristesse. Dans ses derniers carnets, retrouvés après sa mort, plusieurs phrases témoignent de cette lucidité déchirante. « Je ne veux pas que l'on raconte ma mort avant qu'elle n'arrive. Vivre, c'est un peu disparaître chaque jour. Ce que j'ai chanté me survivra et c'est peut-être ça ma consolation. » Ces mots montrent qu'il avait compris, avec une sérénité presque stoïcienne, que la fin était proche. Au fil des semaines, il voyait de moins en moins de monde. Il répondait rarement aux messages. Il ignorait les appels, même de ceux qu'il aimait. Ce n'était pas un rejet, mais un mécanisme de survie, une façon de garder le contrôle dans un moment où tout lui échappait. Un ami d'enfance confie, il ne voulait pas qu'on le voie diminuer. Il disait « On m'a connu debout, je veux qu'on se souvienne de moi debout ». Cette phrase, tragique et belle, résume entièrement sa philosophie face à la mort. Les derniers jours de Renaud resteront longtemps dans la mémoire de ceux qui l'ont accompagné jusqu'au seuil de son départ. Ce n'était pas une fin brutale ni soudaine, mais un lent glissement, une transition douce amère vers un repos qu'il semblait accepter, même s'il ne l'avouait jamais ouvertement. L'homme qui avait chanté les douleurs du monde, les combats des enfants perdus, la liberté, l'amour et la tendresse, vivait désormais dans un silence intérieur où chaque souffle comptait, où chaque mot prononcé semblait être mesuré avec une infinie prudence. Selon plusieurs témoignages, la veille de son décès fut paradoxalement l'un des jours les plus sereins qu'il ait vécu depuis longtemps. Le cancer qui avait lentement réduit ses forces semblait lui laisser un répit, comme pour lui permettre de boucler un dernier chapitre. Ce jour-là, il aurait demandé à écouter quelques-unes de ses anciennes chansons. Non pas celles de la colère ou de la révolte, mais les plus douces. Mistral gagnant, en cloque, Morgane de toi. Il avait fermé les yeux, laissant les mélodies flotter dans la pièce comme des souvenirs qui reprenaient de vie. Un proche raconte « On aurait dit qu'il revivait toute sa carrière en accéléré. Il ne parlait presque pas, mais son regard disait tout.
C'était un mélange de gratitude, de nostalgie et d'une forme de paix. Il n'a pas évoqué la maladie ni la faim. Il ne voulait pas de larmes autour de lui. Il tenait à préserver une atmosphère calme, presque intime, comme une ultime mise en scène de sa propre vie. Le jour de sa disparition, la maison était d'un silence inhabituel. Les médecins l'avaient prévenu depuis plusieurs semaines. Il arrivait à un stade où les soins seraient principalement destinés au confort. Renaud le savait, il l'acceptait avec cette lucidité désarmante qui avait toujours caractérisé les moments importants de sa vie. Il n'y eut pas de grandes déclarations, pas de lettres dramatiques, pas de derniers messages publics. Ce silence était fidèle à ce qu'il avait toujours voulu, partir sans spectacle, sans intrusion. Il s'est éteint entouré de 2 personnes seulement, ceux qui avaient été les gardiens de son secret depuis le début. Aucune agitation, aucun cri, simplement une présence, un accompagnement humain et digne. Un ami chuchota plus tard « Il est parti comme il a vécu ces dernières années, discrètement, avec pudeur, mais avec une dignité incroyable. » Lorsque la nouvelle a été rendue publique quelques heures après sa disparition, la réaction nationale fut immédiate. Les réseaux sociaux, les radios, les chaînes d'information, les journaux régionaux comme nationaux, tous furent submergés par la nouvelle. Renaud nous a quittés. Une phrase simple mais si lourde de sens. Pour beaucoup, c'était inconcevable. L'homme avait traversé tant d'épreuves publiques, addiction, dépression, retraites artistiques, réapparitions miraculeuses, que le public avait fini par croire qu'il survivrait à tout. Mais cette fois, la réalité était implacable. Des milliers de messages d'hommage déferlèrent, évoquant le poète, le rebelle, le frère, l'ami, l'homme qui avait su dire tout haut ce que tant ressentaient tout bas. Les jeunes parlaient de lui comme d'une légende, les plus âgés comme d'un compagnon de route dont les chansons avaient rythmé toutes les étapes de leur vie. Ce ne fut qu'après l'annonce officielle que la famille confirma ce que seuls quelques initiés savaient, Renaud souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. La nouvelle surprit même certains artistes qui, pourtant proches de lui, n'en avaient jamais eu la moindre idée. Le choix du secret interrogeait, bouleversait, mais finalement, il apparaissait comme une évidence pour ceux qui connaissaient sa personnalité. Renaud n'avait jamais recherché la compassion. Il ne voulait pas être réduit à un patient, à une figure tragique. Il souhaitait que l'on continue à parler de ses chansons, pas de sa maladie. Sa famille expliqua d'ailleurs, il voulait protéger son public. Il ne voulait pas inquiéter. Il ne voulait pas que l'on voie sa faiblesse. Une pudeur rare, presque surhumaine, dans un monde où tout se montre, où tout s'expose. Même affaibli, même silencieux, même retiré du monde, Renaud a laissé derrière lui un héritage immense. Ses chansons, tantôt tendres, tantôt révoltées, constituent l'un des plus grands répertoires de la chanson française moderne. Il a réussi ce miracle rare. Touché toutes les générations, les parents ont transmis Mistral gagnant à leurs enfants, qui la transmettront sans doute à leur tour. Les adolescents continuent d'écouter Hexagone, fascinés par sa lucidité politique. Les amoureux s'embrassent encore sur Morgane de Toi. Sa musique traverse le temps parce qu'elle parle vrai. Elle respire la vie, les espoirs, les colères, les chagrins, tout ce qui fait de nous des êtres humains. Même au cœur de sa maladie, il écrivait encore. Beaucoup de ses textes inédits seront peut-être publiés un jour, offrant un dernier éclairage sur ce que ressentait l'artiste face à son propre crépuscule. Les proches qui ont accepté de témoigner après sa mort l'ont décrit comme un homme complexe, fragile et fort à la fois. Il regrettait certaines périodes où ses excès l'avaient éloigné de sa famille. Il se reprochait parfois de ne pas avoir su être heureux alors même qu'il donnait tant de joie aux autres. Mais il savait aussi reconnaître les moments où la vie lui avait offert de la douceur. Il parlait de sa fille avec une tendresse infinie, de ses amitiés comme de trésors précieux. Un ami raconte « Il n'était pas parfait, mais c'est ce qui faisait de lui un homme vrai. Et sa vérité touchait tout le monde. Il est des artistes dont la mort dépasse leur propre personne. Elle devient un événement national, un moment suspendu où un pays entier prend conscience de la perte d'un morceau de son âme. Ce fut le cas pour Renaud. Des centaines de lieux de recueillement spontané sont apparus. Devant les salles où il avait chanté, devant son studio, dans les rues de Paris, sur les places de province. Des guitares déposées, des bougies, des lettres, des carnets où chacun écrivait ce que ses chansons avaient représenté dans leur vie. Jamais un secret n'avait engendré une telle vague de compassion. Les funérailles, simples mais chargées d'émotions, furent organisées selon ses souhaits. Pas de spectacle, pas d'invitation médiatisée, pas de décor grandiloquent. Une cérémonie intime où l'on joua les chansons qu'il aimait. Certains pleuraient, d'autres souriaient, car au-delà de sa maladie, au-delà de sa disparition, Renaud laissait derrière lui quelque chose d'indestructible, la poésie d'une vie. Le plus grand paradoxe de sa fin de vie, c'est que malgré son désir profond de disparaître en silence, la France entière s'est levée pour lui dire adieu. Non pas avec fracas, mais avec une douceur immense. Il avait caché son cancer pour protéger les autres. Et ce sont les autres qui, en retour, l'ont enveloppé d'un amour collectif que peu d'artistes auront connu. Renaud n'est plus là physiquement,
Mais il demeure partout, dans les voix de ceux qui chantent Mistral gagnant, dans les yeux de ceux qui ont grandi avec ces mots, dans le cœur de ceux qui reconnaissent, en chaque chanson, une petite part de leur propre histoire. Renaud n'a jamais cherché à être un monument. Il n'a jamais prétendu devenir une icône figée dans le marbre de la mémoire française. Il voulait simplement chanter, dire la vérité, offrir aux autres ce qu'il portait en lui. Une sensibilité rare, une humanité souvent blessée, une lucidité sans concession. Pourtant, c'est précisément cette absence de prétention qui l'a rendu si grand. Sa disparition, aussi discrète qu'il l'avait souhaité, n'a pas provoqué un simple élan de tristesse. Elle a ouvert un espace de réflexion collective sur la fragilité, la dignité et la force de créer malgré la douleur. Aujourd'hui encore, des mois après son départ, on ressent que quelque chose a changé dans le paysage culturel. Ce n'est pas seulement une voix qui s'est tue, mais une manière de regarder le monde. Renaud a rappelé que l'art ne se résume pas à la performance, qu'il n'est pas une question de perfection vocale ou de production spectaculaire. L'art, pour lui, était un lien humain, une façon de tendre la main à celui qui souffre, de célébrer celui qui aime, de dénoncer ce qui révolte. Et peut-être est-ce pour cela que son secret, ce cancer qu'il a gardé pour lui, bouleverse autant. Il n'a pas voulu qu'on le voie diminuer, non par orgueil, mais par pudeur. Il a choisi de protéger son public de la douleur qu'il traversait. Il n'a pas voulu être défini par sa maladie. Il a voulu que son héritage se résume à ce qu'il avait donné, pas à ce qu'il endurait. La France, en retour, lui a offert un adieu d'une intensité rare. Un adieu qui ne glorifie pas la souffrance, mais qui honore l'homme, sa poésie, son courage. Renaud laisse derrière lui une œuvre dont la puissance continuera de résonner longtemps après nous. Ses chansons, murmures d'une époque, cris d'une génération, caresses adressées aux âmes solitaires, n'appartiennent plus seulement à son histoire, elles appartiennent désormais à la nôtre. Les rues, les cafés, les places publiques, les voitures la nuit, les chambres d'adolescents et les souvenirs de famille continueront à vibrer au rythme de ces mélodies. Il vivra tant que l'on fredonnera Mistral gagnant, tant que l'on sourira sur Morgane de Toi, tant que l'on se révoltera en écoutant Hexagone, tant que l'on reconnaîtra dans ces mots un fragment de notre propre vérité. Et si la maladie l'a emporté, jamais elle n'a réussi à éteindre ce feu intérieur qui animait son regard, son écriture, sa présence. Le cancer a affaibli son corps, mais il n'a pas eu raison de son âme. Renaud est parti, comme il avait vécu ces dernières années, en silence, mais entouré d'un amour immense qui, lui, ne s'éteindra jamais. Sa vie aura été une longue quête, parfois chaotique, souvent lumineuse, toujours sincère. Et c'est précisément cette sincérité qui rend son absence si douloureuse, mais aussi sa mémoire si douce. Chaque époque a ses poètes. Certains écrivent des livres, d'autres sculptent le marbre. Renaud lui a sculpté les cœurs. Si l'histoire de Renaud vous a touché, si ses chansons ont accompagné un moment de votre vie, si son courage silencieux face à la maladie vous inspire, alors je vous invite à continuer ce voyage avec nous. Sur cette chaîne, nous racontons la vie des artistes, leurs combats, leurs triomphes, leurs blessures et leur héritage. Nous redonnons une voix à ceux qui nous ont tant donné. Nous explorons les récits qui marquent de notre mémoire collective, afin que personne ne disparaisse vraiment tant que son histoire continue d'être racontée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun récit, aucune analyse, aucun hommage. Activez la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Laissez un commentaire pour partager ce que Renaud représente pour vous. Une chanson, un souvenir, une émotion, un moment de votre vie. Votre soutien permet à cette chaîne d'exister, de grandir et de continuer à transmettre ces histoires essentielles. En vous abonnant, vous devenez non seulement un spectateur, mais un gardien de la mémoire artistique, un témoin privilégié des vies qui ont façonné notre culture. Renaud nous a quittés, mais grâce à vous, grâce à vos voix, grâce à vos partages, son histoire, sa musique, sa vérité continueront de vivre. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Merci de faire vivre cette communauté. Et surtout, merci de faire vivre la mémoire des artistes qui ont changé nos vies.